Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Pierlot, je travaille au directorat des accélérateurs et de la technologie au CERN. Et je vais vous faire une présentation aujourd'hui, une présentation générale autour du CERN. Essayer un peu de vous expliquer le fonctionnement du CERN. Je vais aussi vous parler de notre futur projet. On espère tous qu'il va se réaliser. Il s'appelle le futur collisionneur circulaire. Et ensuite, je vais terminer la présentation en vous parlant des interactions possibles entre le CERN et l'industrie. Et pour clôturer, je passerai la parole à mon collègue, le docteur Dallocchio, qui est en charge du bureau des process et de la sous-traitance au CERN, qui vous présentera quelques exemples concrets de travaux réalisés avec le support de l'industrie locale et internationale. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette présentation est organisée autour de 3 chapitres. Une introduction générale, je vais vous parler du futur collisionneur circulaire et ensuite des interactions avec l'industrie. Avant toute chose, je voulais remercier les organisateurs de CIMODEC pour nous donner l'opportunité d'être là aujourd'hui et de faire cette présentation. Donc on commence par l'introduction générale. Le CERN, qu'est-ce que c'est? Donc le CERN, c'est le plus grand laboratoire de physique des particules au monde. Donc l'acronyme CERN vient de son origine lors de la fondation en 1953. Le CERN a été établi par une convention et l'acronyme CERN signifie Centre européen de recherche nucléaire. Alors c'est un peu... Le terme nucléaire est un peu malheureux parce qu'en fait, on ne fait pas de fusion, on ne fait pas de fission. Le terme nucléaire s'explique par le fait que, à l'époque de la fondation du CERN, la connaissance de la physique se limitait au nucléus, au nucléon, et d'où le terme nucléaire, en anglais European Center for Nuclear Research. Mais, j'insiste bien, on ne fait absolument rien, pas de fission, pas de fusion. Notre objectif au CERN est de comprendre les blocs constituants de la nature qui nous entourent, les plus petits éléments constituant blocs de l'univers et également les lois qui interagissent dans l'univers et qui régissent les interactions entre les particules. Donc vous voyez ici, c'est une photo aérienne de du CERN. Donc vous avez le lac Léman ici, la ville de Genève. Cette ligne rouge, c'est la frontière franco-suisse. Donc vous avez la France à gauche, la Suisse à droite. Ici, c'est aussi un accélérateur, mais ça n'a rien à voir avec le CERN. C'est un accélérateur d'avion, c'est l'aéroport de Genève. Et tous ces cercles blancs que vous voyez ici, en fait, ce sont des accélérateurs de particules du CERN. Donc au fil des années, le CERN a développé et a construit de nouveaux accélérateurs de particules. Ces accélérateurs sont installés dans des tunnels qui traversent la frontière franco-suisse. Alors, le programme phare du CERN aujourd'hui, vous avez probablement entendu parler, c'est le LHC, c'est ce grand cercle ici, c'est ce grand accélérateur qui fait 27 km de circonférence. Et très rapidement, pour vous expliquer son principe, donc on crée les particules ici dans le LINAC, on les accélère dans un premier petit accélérateur. Ensuite, on va augmenter leur vitesse, leur énergie dans le SPS, superproton-symproton. Et ensuite, par un jeu de tunnels de transfert, ici le TI8 et ici le TI2, on va injecter les particules dans le LHC. Et ce jeu de tunnels nous permet de créer 2 faisceaux de particules, un dans le sens horlogique et l'autre dans le sens anti-horlogique. Donc au CERN, on ne fait pas de recherche appliquée, on fait de la recherche fondamentale. Voilà, alors la mission du CERN repose sur 4 piliers: la recherche, la collaboration, la technologie, l'innovation et l'éducation. Donc la recherche,
c'est ce dont on est connu. Les physiciens du monde entier viennent au CERN faire de la recherche. Mais pour pouvoir faire cette recherche, on se repose en fait sur la collaboration de techniciens, d'ingénieurs, de support administratif, de physiciens. Donc une collaboration de gens du monde entier qui viennent nous aider à créer ces détecteurs et à faire fonctionner les expériences. Ensuite, pour pouvoir faire fonctionner ces expériences, on a besoin de développer nos propres technologies. Des technologies qui sont vraiment à la pointe, puisque ce qui se fait au CERN est unique dans le monde, donc on est obligé de développer les outils nécessaires pour faire notre recherche. Et enfin, on a l'éducation. Eh bien, on va former nos ingénieurs, nos techniciens, nos physiciens, on va les former à nos méthodes de travail, à nos outils de travail, mais également on va participer aux thèses de doctorat de différents étudiants qui viennent nous visiter au CERN et passer un peu de temps avec nous. Donc en gros, au CERN, on va se poser deux types de questions. La première question, on va se dire de quoi est fait la matière qui nous entoure et de quoi est fait l'univers. Alors au fil des années, au fil des siècles, l'humanité a compris que la matière en fait était constituée d'atomes. Ces atomes en fait sont constitués d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Les électrons, pour nous, on appelle ça des particules fondamentales, parce qu'on n'a pas été capable à ce jour de casser les électrons, et on pense qu'on ne sera jamais capable de casser un électron. Donc on appelle ça une particule fondamentale. Le noyau, lui, eh bien, quand on regarde de plus près, qu'on essaye de travailler sur le noyau, on a découvert que le noyau était composé de protons et de neutrons, et ces protons eux-mêmes étaient composés de quarks. Donc, à ce jour, on considère que les quarks et les électrons sont des particules fondamentales. Donc, tout ce qui nous entoure, ces tables, les planètes, vous, moi, on est tous faits de quarks et d'électrons. Donc ça, c'est un principe. Nous, au CERN, on est persuadés que dans le futur, avec les nouveaux programmes de recherche, éventuellement les nouvelles machines, on sera capable de subdiviser le quark en sous-particules et de continuer ainsi à descendre dans un niveau de granularité beaucoup plus bas. La deuxième question, de quoi est fait l'univers ? C'est un peu plus complexe. Ici, vous avez une image qui vous représente la création de l'univers depuis le Big Bang et son évolution jusqu'à ce jour, aujourd'hui, sur une période de 13,8 milliards d'années. Alors, on peut utiliser des télescopes terrestres ou des télescopes spatiaux, et comme on bénéficie du fait que la vitesse de la lumière est connue et est limitée, eh bien, avec les télescopes, en regardant dans l'univers, eh bien, cela nous permet de remonter dans le temps. On pourrait s'imaginer que si on a un télescope suffisamment puissant et si on se déplace très vite, très très loin, et qu'on regardait la Terre, eh bien, on pourrait revoir nos ancêtres, la manière dont ils vivaient. Le problème des télescopes est qu'à un certain moment, 380 000 ans après le Big Bang, on est ici. L'univers était tellement chaud, tellement dense que les atomes ne pouvaient pas se former et donc la lumière ne pouvait pas se propager. Donc on va avoir une limitation ici dans l'utilisation des télescopes. Et c'est là que les accélérateurs de particules interviennent, parce que nous, au CERN, avec nos accélérateurs de particules, on va réussir à créer des collisions entre particules et recréer des particules qui existaient à l'origine au moment du Big Bang. Et alors, les physiciens des particules vont combiner leurs connaissances et leurs observations avec nos collègues de l'astrophysique et vont essayer de compléter l'image et la structure de l'évolution de l'univers. Donc au CERN, on pose beaucoup de questions, mais on contribue également à répondre à ces questions. Donc sur la gauche, vous avez 3 prix Nobel de physique, le Carlo Rubias, Simon van der Meer et Georges Charpak, qui étaient des employés du CERN et qui se sont vus attribuer le prix Nobel pour les récompenser de leurs travaux et de leurs découvertes réalisées au CERN. La photo de droite, ici, représente Peter Higgs à gauche, et François Englert. En fait, c'est un groupe de physiciens. Au départ, ils étaient 3. Il y avait également Robert Brout, mais malheureusement, il est décédé. Donc, ce sont 3 physiciens qui, en 1964, ont écrit une théorie, la théorie du boson de Higgs. Donc, leur théorie a été écrite en 1964.
Si vous vous souvenez, le boson de Higgs a été découvert en 2012. Et donc le boson de Higgs était le dernier élément de cette théorie. C'est un élément qui permet d'expliquer pourquoi les particules fondamentales ont de la matière, ont une masse et justement permettent de créer la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sans boson de Higgs, la vie n'existerait pas telle qu'on la connaît. Donc juste pour vous donner une idée du planning de physique au CERN, la théorie a été écrite en 1964, la découverte a eu lieu en 2012. Donc il a fallu toutes ces années pour réfléchir à une machine, la développer, la mettre au point, l'opérer, analyser les données pour enfin prouver que la théorie était correcte. Donc voilà, le message clé ici dans ce slide, c'est la physique des particules, la recherche fondamentale prend du temps. Ce sont des programmes à très long terme. Donc, comment est-ce qu'on fait la recherche au CERN? On a besoin de 3 éléments clés. Le premier, c'est les accélérateurs. Avec ces accélérateurs, bon, je vais détailler dans les slides suivants, mais on prend des faisceaux de particules et on les accélère à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ensuite, on va les faire collisionner. Et puis, pour regarder ce qui se passe dans les collisions, on va utiliser des détecteurs. Donc, les détecteurs vont regarder, vont photographier les collisions. Et enfin, le 3e élément clé pour le CERN, c'est l'informatique. Donc, on produit énormément de data. Et pour analyser ces données, ces collisions, eh bien, on a besoin d'un centre de calcul très puissant pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le détecteur. Donc, je vais commencer avec le premier point, avec l'accélérateur. Donc ici, vous avez une photo du LHC. Donc le LHC, c'est ce très grand anneau blanc que je vous ai montré dans le 3e slide. Donc il fait 27 km de circonférence. Il est situé à peu près à une profondeur de 100 mètres sous terre. Et donc vous avez ces aimants qu'on appelle les aimants supraconducteurs qui permettent de guider les faisceaux. Donc vous vous souvenez dans le 3e slide, je vous ai montré qu'avec un jeu de tunnels, on crée 2 faisceaux de sens opposés, de direction opposée. Et donc ici, bien, vous voyez que dans ces aimants supraconducteurs, vous avez une chambre à vide dans laquelle circule un faisceau dans le sens horlogique et une deuxième chambre à vide dans laquelle circule un deuxième faisceau dans le sens anti-horlogique. Donc ces aimants ont été conçus dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont toujours à la pointe en termes de technologie. Ce sont des aimants supra-uniques. Il y a 1200 aimants comme ça dans le CERN, assemblés. Donc les faisceaux montent en énergie, circulent 11 000 fois par seconde dans l'accélérateur de 27 km. Et à 4 points bien définis, ce qu'on appelle les expériences, eh bien, on croise ces chambres à vide dans lesquelles circulent les faisceaux de particules et on espère que les protons vont rentrer en collision. Donc nous avons 4 expériences au CERN. Les 2 plus grosses sont Atlas et CMS, sont diamétralement opposées l'une de l'autre pour des questions d'impédance de la machine. Et ensuite, on a 2 plus petites expériences, ALICE et LHCb. Donc LHCb, pour la petite histoire, c'est l'expérience qui cherche à comprendre pourquoi la matière et l'antimatière ne sont pas annulées au moment du Big Bang et pourquoi il ne reste que de la matière, heureusement pour nous, qui a permis de créer toutes ces particules et donc la nature, l'humain, la vie sur Terre. Donc voilà. Alors le deuxième élément, je vais vous parler donc des détecteurs. Donc, vous imaginez 2 faisceaux de particules qui circulent dans des directions opposées. Il y a à peu près 100 milliards de particules dans chaque faisceau. Et donc, aux 4 points des expériences, on va organiser une rencontre entre ces particules et on va créer à peu près 1 milliard de collisions. 100 milliards de particules et puis on va créer 1 milliard de collisions. Et donc, lorsque ces collisions vont apparaître, certaines ne donneront lieu à aucune réaction et d'autres vont permettre la création de nouvelles particules et donc qui correspondent aux particules datant du Big Bang. Donc ça, c'est clairement la mise en application de la fameuse formule de Einstein, E égale mc carré. On a de l'énergie, on a de la vitesse et on crée de la matière. Et donc les particules qui sont créées au sein des détecteurs, eh bien, elles vont voyager dans les différentes couches du détecteur et nous, on va les observer. Donc en fait, le détecteur, c'est vraiment, vous pouvez imaginer qu'un détecteur, c'est comme un appareil photo.
Et en fait, on mesure l'énergie, la direction et la charge des particules. Et on prend sur ce milliard de collisions, on va prendre à peu près 40 millions de photos par seconde. Donc tout ça pour vous donner une idée de la vitesse de décision dans les photos. Donc sur le milliard de collisions, on va prendre 40 millions de photos. Donc il y a déjà énormément d'intelligence artificielle et d'algorithmes qui sont mis au niveau des détecteurs. Ensuite, ces données sont remontées en surface et là on a un algorithme qui, sur les 40 millions de photos, va décider, voilà, on en garde 1000. On ne peut pas garder 40 millions de photos par seconde parce que sinon on saturerait tous les serveurs, toutes les bases de données, ainsi de suite. Donc ça vous donne une idée de la difficulté de ce qu'on appelle le triggering. Être certain de quelles photos nous allons garder, quelles données nous allons garder. Les données qu'on efface sont perdues à jamais. Donc on doit être certain de notre algorithme de choix de ces photos. Parce que si on perd la donnée, eh bien on a peut-être perdu la carte d'identité d'une nouvelle particule. Voilà. Et enfin, le troisième élément, je vous ai parlé du computing, de l'IT. En fait, nous avons créé ce qu'on appelle le World LHC Computing Grid. En fait, c'est une grue de calcul mondiale. On l'utilise pour stocker, distribuer, traiter, analyser toutes les données. Donc, en fait, il faut vous imaginer que c'est un super data center qui est distribué dans le monde. Il y a à peu près 1 million de processeurs qui travaillent en permanence pour le CERN, qui sont répartis dans 170 centres de calcul dans à peu près 42 pays. Le World LHC Computing Grid, en fait, qui a été inventé par le CERN, ce n'est rien d'autre que ce qui est maintenant connu et utilisé de manière plus commerciale, le cloud, que vous utilisez tous pour sauver vos photos, partager vos images, et ainsi de suite. Alors ce slide, c'est pour vous dire que bon, moi je vous ai beaucoup parlé du LHC qui est notre programme phare, mais nous avons bien d'autres programmes de physique au CERN et nous supportons aussi des expériences à l'étranger comme aux États-Unis, le Long Baseline Neutrino Factory. Donc le CERN intervient et supporte beaucoup d'autres laboratoires de physique dans le monde entier. Voilà, alors le LHC a eu une première vie et maintenant on est entré dans un programme de consolidation, c'est-à-dire qu'on va passer à un LHC haute luminosité, on va upgrader les équipements et l'idée est de multiplier par un facteur 10 le nombre de collisions. Donc en augmentant le nombre de collisions, on augmente la création de particules et on espère identifier des nouvelles particules lourdes qui auraient des interactions faibles entre elles et pour lesquelles on a besoin de beaucoup plus de données pour les analyser. Donc le LHC version High Luminosity commencera en 2029 et continuera jusqu'en 2040. Voilà, alors je vous ai parlé du premier pilier qui était la recherche. Maintenant, nous allons regarder le deuxième pilier qui est la collaboration. Donc, le CERN a été établi en 1953 par une convention et fondé en 1954 par 12 États membres européens. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée était de rassembler les pays européens et de permettre aux pays de faire ensemble de la recherche à une échelle qu'ils n'auraient pas pu faire seuls en tant que pays seul, vu qu'on était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est 23 États membres. La France est un État fondateur et également un pays hôte, au même titre que la Suisse. Il y a 3 États membres associés, c'est-à-dire qui sont en phase préalable à l'adhésion et pour devenir État membre permanent. Il y a 7 États membres associés, 6 observateurs. On a également une 50aine de contrats de coopération avec des États et des territoires non membres. Le budget annuel du CERN est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Il y a 2600 employés CERN, fonctionnaires CERN, 900 boursiers, donc 900 personnes qui viennent travailler au CERN. Et puis, il y a également 11 800 utilisateurs. Donc, ce chiffre est important, je reviendrai plus tard dessus. Donc, les utilisateurs, ce sont des scientifiques du monde entier qui travaillent dans des universités, dans des instituts, mais qui viennent régulièrement, qui se déplacent au CERN et qui viennent travailler, faire leur expérience au CERN, contribuer à la recherche scientifique.
C'est un laboratoire pour le monde, donc nous avons 110 nationalités différentes. Au niveau de la France, il y a 780 utilisateurs. Parmi les 2600 membres du personnel, 950 sont de nationalité française. Il y a 99 boursiers en ce moment. Alors vous allez me dire, oui, mais vos chiffres ne correspondent pas. Si. En fait, ça, c'est le nombre d'employés d'instituts français, donc peut-être pas tous de nationalité française. Et ça, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, vous avez des scientifiques français qui travaillent dans les universités en Norvège, dans des instituts en Belgique, dans des instituts au Royaume-Uni. Donc, les deux chiffres, en fait, ne sont pas à corréler, ce sont deux informations très différentes. Voilà. Alors, le CERN est un modèle de collaboration parce que nous fournissons l'accélérateur, nous fournissons le faisceau, et les collaborations, les instituts, les universités, en fait, collaborent et mettent leurs détecteurs, mettent leurs expériences dans les 4 points que je vous ai montrés, CMS, Atlas, LHCb et ALICE. Également, le CERN a servi de modèle pour le synchrotron en Jordanie, Sésame, donc qui est au Moyen-Orient, dans une région dans laquelle il y a pas mal de tensions. Et bien malgré ça, les scientifiques de cette région, quelles que soient leurs origines, leur nationalité, leur religion, réussissent à travailler ensemble. Le modèle de Sésame est vraiment calqué sur le modèle de fonctionnement du CERN, et c'est la preuve que, une fois qu'on fait de la recherche, de la science, on efface toutes les différences et les couleurs politiques. Et également, la partie droite du slide, c'est pour vous montrer qu'on fournit aussi un support, notamment à l'UNOG, on fournit un support informatique pour le traitement des images satellites en cas de catastrophe naturelle. Alors, le 3e point, c'était la technologie et l'innovation. Donc, on doit, comme je vous l'ai expliqué, on doit mettre au point toute une série de technologies pour nous permettre de faire fonctionner le CERN et de continuer nos activités. Alors, il y a plusieurs exemples. Le plus connu, c'est le World Wide Web qui a été inventé au CERN. Mais en fait, il y en a bien d'autres. Il y a les relais de protection. Là, je vois des gens qui sont sur leur smartphone. Sachez que les touchscreens des smartphones ont été inventés au CERN. Le touchscreen, c'est aussi une invention du CERN. Donc, on a d'autres inventions qui se répercutent dans la société. Les technologies en fait, des accélérateurs sont utilisées en radiothérapie, en protonthérapie. Si vous allez à l'hôpital faire un PET scan, ce sont des technologies qui ont été développées au CERN. Ici, vous avez une technologie que vous allez voir apparaître dans les hôpitaux. Donc, c'est la radiographie 3D qui permet de garder les pièces métalliques. C'est très pratique quand vous avez des protèges de hanches, mais vous pouvez aussi voir les tissus morts, les flux sanguins. Donc, c'est aussi sur les technologies Medipix du CERN. Et puis, le CERN produit aussi des radioisotopes innovants pour la recherche. Voilà, alors maintenant je vais passer au dernier pilier qui est la formation et l'éducation. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait 11 800 utilisateurs du monde entier, donc les voilà sur cette courbe. Ça commence très jeune, parce que les plus jeunes sont les enfants qui viennent à l'école du CERN et qui sont exposés justement à la science. Et puis vous voyez que il y a une courbe des âges qui est très distribué avec des enthousiastes qui ne veulent jamais quitter la recherche et qui sont toujours en train d'y contribuer. Je voulais attirer votre attention sur le spike ici, typiquement autour de l'âge de 27 ans. C'est ces centaines de doctorants qui viennent au CERN et qui finalisent leurs études, qui ponctuent leurs études avec un doctorat. Alors le CERN ne les diplôme pas. Par contre, le CERN met à disposition des données, des éléments, des outils, de la technologie. Et donc, nous avons énormément d'étudiants qui viennent faire leur doctorat au CERN. Ils sont diplômés par leurs universités, mais s'ils sont des physiciens, ils viennent travailler sur les données. S'ils sont des ingénieurs, ils viennent développer des technologies. Et donc, ces doctorants qui viennent 2-3 ans au CERN, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont terminé, qu'ils sont lauréats ? Eh bien, 45% passent dans l'industrie. 20% décident d'aller travailler dans les organismes gouvernementaux comme conseillers, dans les ministères et ainsi de suite. Et à peu près 35% partent dans le monde de l'universitaire ou dans la recherche. Très peu décident de rester au CERN.
Voilà, alors, il y a énormément d'opportunités au CERN. Ce slide, c'est pour vous dire qu'on a des boursiers, on a des fellows, on a des programmes où on attire des instituteurs, des maîtres d'école, des professeurs de lycée, des professeurs d'université, pour leur montrer ce qu'on fait et pour qu'ils rapportent ça dans leur socle de cours lorsqu'ils rentrent chez eux dans leurs universités et puis qu'ils reprennent l'année scolaire en septembre. Voilà. Alors à ce stade de la présentation, généralement on me dit tout est bon, tout est fait. En fait non. Ce qu'il faut savoir, c'est que on considère que l'univers est infini et il faut savoir que ce jour on a découvert que 5% de l'univers. On a compris que 5% de l'univers. Donc il y a 95% de la masse et de l'énergie qui sont inconnus. On pense voir des choses, on comprend que c'est là, il y a des interactions, il y a des réactions, mais c'est ce qu'on appelle la matière noire, l'énergie noire. On ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, on a à ce stade découvert et compris que 5%. Alors, on n'a toujours pas compris pourquoi il n'y a que de la matière dans l'univers et où est l'antimatière. Ça, on cherche encore. C'est l'expérience LHCb. Aussi, on vient de découvrir en 2012 le boson de Higgs, mais maintenant, il faut qu'on produise beaucoup plus de bosons de Higgs pour pouvoir les analyser, les comprendre leurs propriétés, leurs caractéristiques. Et aussi, on connaît la gravitation, mais on n'a toujours pas compris comment la gravitation s'intègre dans le modèle et pourquoi les forces gravitationnelles sont aussi faibles par rapport aux autres forces. Donc il y a encore énormément de travaux de recherche et de découvertes à faire au CERN. Nous, on espère qu'avec le programme iLUMI et les autres programmes dans le futur, on pourra contribuer à ces découvertes et faire avancer la recherche. Voilà, ça nous emmène vers le deuxième chapitre, le FCC. Donc le FCC, c'est l'acronyme pour Futur Collisionneur Circulaire. On espère que le nom changera un jour et que ce sera plus futur, ce sera présent. Et alors, pour vous donner un ordre de grandeur, donc ça, c'est le LHC. Donc le LHC fait 27 km de circonférence, c'est ce que je vous dis, c'est notre programme phare actuel. On aimerait, après le LHC, construire le FCC, qui lui ferait 91 km. Et dans ce cas-là, on utiliserait probablement les infrastructures du LHC comme injecteur pour le FCC. Donc ça, c'est le futur projet sur lequel on est en train de plancher, de réfléchir. Donc c'est un projet qui n'est absolument pas validé. On est en phase d'étude de faisabilité. Donc, en quelques mots, ce serait le même principe que le LHC. Donc on aurait un tunnel, on aurait 4 expériences A, J, G, D, dans lesquelles on créerait des collisions, et puis on aurait les différents points techniques qui nous permettront d'amener les services et les équipements dans la machine. Donc même principe que pour le LHC, 2 faisceaux, création de collisions. Alors, pourquoi le LHC ? Parce que nous, on sait que le LHC, pourquoi le FCC ? On sait que le LHC va terminer sa mission scientifique aux alentours de 2040. On aura exploité toute la gamme d'énergie possible. On pense qu'on aura exploré toutes les collisions possibles. Et donc, il faut qu'on trouve un nouvel outil pour prendre le relais et pour continuer plus en détail ces recherches dès 2045. La stratégie européenne de physique des particules a identifié le FCC comme une solution possible, et donc le governing body du CERN nous a demandé d'envisager les différents scénarios possibles pour ce FCC. Donc c'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Alors, donc le FCC, c'est un programme qui se fera en 2 phases, qui poussera la recherche jusqu'à la fin du 21e siècle. Vous allez le voir dans le planning, on va pouvoir faire de la recherche scientifique jusqu'en 2090 grâce à ça. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle le FCC-EE, ce sera une machine résistive, donc on va collisionner des leptons. Donc on aura le booster et l'accélérateur dans un même tunnel dans 2 faisceaux différents. Et ensuite, on réutilisera le génie civil dans une deuxième phase. On démontera le collisionneur EE et on installera une machine cryogénique et là on collisionnera des hadrons. Ça, c'est dans la deuxième phase. Donc aujourd'hui, avec l'étude de faisabilité, on essaye de regarder
les conditions de réalisation de ce nouveau collisionnaire circulaire, en tenant compte bien sûr des paramètres environnementaux, des paramètres écologiques, économiques, techniques, scientifiques. Et pour 2025, on va devoir remettre cette étude de faisabilité pour que la gouvernance du CERN décide si oui ou non ils soutiennent ce projet. On a bon espoir qu'ils le soutiennent, mais ensuite, après, on va aller aussi au comité européen de physique pour faire valider. Le tracé du FCC, comme je vous l'ai dit, c'est 91 km en fait. Il sera situé en moyenne à 200 mètres de profondeur. C'est un tunnel d'un diamètre d'un peu moins de 6 mètres. Et donc, comme vous le voyez, son tracé passera par le département de l'Ain, passera par le canton de Genève sous le lac et ensuite passera en Haute-Savoie. Alors, l'installation du FCC, tout comme le LHC, sera presque entièrement invisible parce que bon, toutes les installations sont en souterrain. Donc aussi au CERN, on est guidé par des valeurs de respect de l'environnement et de durabilité. Donc on essaye d'avoir un impact le minimum possible. Les seules installations que vous verrez en surface, ce sont les points, les 8 points, 4 expériences et 4 points techniques que vous verrez en surface. Mais on va minimiser l'impact. Comme pour le LHC, tout se passe en souterrain. Alors ce sera bien sûr une infrastructure de recherche. Vous voyez ici les 4 points dans lesquels il y aura les expériences et puis les points techniques qui permettent d'acheminer dans le tunnel l'électricité, l'eau, la cryogénie, les gaines de ventilation, les points de raccordement au réseau électrique. Donc c'est vraiment une infrastructure de recherche qu'on voudrait développer. Alors, on a étudié les contraintes de positionnement. Il y a un groupe de travail qui s'est appliqué à regarder toutes les positions possibles. Donc, on a pris en compte différents facteurs, la profondeur du lac Léman, la topologie et la géologie par rapport aux failles, comment le positionner. Également, la biodiversité des milieux. On sait c'est très important, donc on a attaché beaucoup de temps à avoir un impact minimum, à calculer l'impact minimum. On a pris en compte les caractéristiques des localités pour préserver les vies communautaires. Et également, fait important, on a regardé la nature des strates géologiques dans ce positionnement. Parce que, comme on est guidé par ces principes environnementaux et de durabilité, eh bien, on va réutiliser tous les matériaux excavés. Donc, la nature des strates géologiques, c'était aussi un point très important. Donc au début, pour déterminer l'emplacement concret, on avait 100 scénarios différents qu'on a analysés entre 2014 et 2021. Et finalement, on est arrivé au tracé final qui va nous permettre maintenant de continuer l'étude de faisabilité. Donc dans le Pays Gex, dans le département de l'Ain, Ferney-Voltaire, en Suisse, Prézin, Choulet, Nangy, Étaux, Chavronnet, Cercier, Vulbin et Chalais de nouveau dans le département de l'Ain. Voilà, donc ça c'était quelques mots pour vous donner un avant-goût du FCC. Vous allez peut-être lire dans les journaux, entendre parler. Donc c'est à l'étude de faisabilité, mais nous on aimerait vraiment faire ce projet. On pense que c'est important pour la recherche et pour la suite du CERN. Voilà, ce troisième chapitre, c'est les interactions avec les industries, parce que au CERN, on produit des données physiques, mais c'est tout ce qu'on produit. Donc pour équiper, développer, gérer nos installations, on se repose sur l'industrie. Donc le CERN réalise énormément d'achats, plusieurs centaines de millions d'euros par an. Qu'est-ce qu'on achète au CERN? On achète des fournitures et des services nécessaires au fonctionnement du CERN, à la vie quotidienne de l'organisation, mais également on achète des technologies et des équipements nécessaires au développement des activités scientifiques. Donc, creuse nouvelle caverne, on crée une nouvelle expérience. Et pour équiper tout ça, on va se tourner vers l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour les équipements standards, c'est-à-dire les équipements pour lesquels l'industrie a la connaissance, a la technologie, on fait juste une spécification fonctionnelle et on laisse le choix aux industries de définir la solution technique, pour autant qu'ils respectent en tout point le cahier des charges. Par contre, si c'est un produit spécifique pour le CERN, c'est-à-dire que si l'industrie n'a aucun intérêt
ou aucune connaissance pour développer le produit ou aucun intérêt parce qu'ils n'ont pas de marché, à ce moment-là, on va écrire une spécification build to print, c'est-à-dire pas à pas. On va expliquer les différents process pour obtenir le produit fini. Qu'est-ce qu'on achète au CERN? Eh bien, on passe des contrats de génie civil pour la construction, rénovation de bâtiments, rénovation de toitures, structures métalliques, terrassement, réseau routier, réseau d'évacuation d'eau, énormément d'équipements de climatisation et de ventilation. Pas qu'on ait les bureaux climatisés, c'est pas ça. C'est que dans les tunnels expérience, on doit maintenir une température, une hygrométrie contrôlée. On a le deuxième réseau électrique privé, le plus important, derrière SNCF. Donc on a plus de 500 transformateurs, 2000 TGBT, 20 000 tableaux, 200 000 disjoncteurs. Donc on achète énormément de câbles, automates programmables, alimentation AC/DC, UPS, aimant. Énormément de technologies de l'information, donc comme on a nos propres data centers et notre réseau informatique, bien on achète beaucoup de serveurs, de logiciels, d'équipements réseau, d'ordinateurs personnels, équipements de télécommunications également. Ensuite, en génie mécanique et matières premières, on achète de l'usinage, usinage de précision, tôlerie, soudure, techniques de fabrication spéciale, matières premières, produits finis, des services d'ingénierie, des études d'analyse par éléments finis. On achète aussi beaucoup d'électronique et de radiofréquences, des composants actifs, passifs, des cartes électroniques, alimentation de tension, basse tension, radiofréquences. Mais on achète aussi beaucoup d'équipements de cryogénie, d'équipements vides, des détecteurs de particules, de la photonique, des équipements de santé et sécurité pour équiper le personnel qui intervient dans les souterrains. On achète des palans, on achète des ascenseurs, on achète des ponts roulants. On achète également du mobilier de bureau, des imprimantes, des rames de papier et également toute une série de contrats de services, notamment les contrats de nettoyage, les contrats de jardinage, les contrats de distribution de courrier interne, les contrats de déneigement l'hiver. Donc il y a vraiment le mot d'ordre ici, c'est qu'il y a place pour tout le monde. On achète énormément de choses, donc tout le monde s'y retrouve normalement. Alors, comment est-ce qu'on achète? On a différentes procédures, donc on a des demandes d'offres qui sont plus rapides pour les montants jusque 200 000 francs, donc une petite spécification technique. On contacte les firmes que nous avons dans notre base de données. Donc n'importe quelle firme peut aller sur le site du CERN et s'enregistrer dans notre base de données. On a une procédure un peu plus compliquée pour les appels d'offres plus importants qui dépassent un certain montant. Donc on passe par un market survey et un appel d'offres. On écrit également des accords de collaboration pour des développements avec des instituts, avec des entreprises. Et on place également des contrats de recherche et développement pour développer des solutions techniques quand on a besoin de support. Alors, il y a 6 principes dans les règles d'achat du CERN. Ce sont les règles actuelles. Elles devront probablement être mises à jour le jour où on reçoit le feu vert et on va de l'avant pour le FCC. Donc, premièrement, le CERN attribue ses contrats en toute transparence et en impartialité. Et à n'importe quel moment, une entreprise qui a participé à un appel d'offres peut nous appeler, nous dire voilà, où est-ce que j'en étais, comment était classée mon offre, quels étaient les points forts, les points faibles, et notre service des achats va répondre à l'entreprise, ne va jamais divulguer les prix des autres sociétés, parce que ça c'est interdit, mais on va expliquer comment la firme peut améliorer son offre pour le prochain appel d'offres. Toujours dans l'idée de créer une concurrence. La consultation est limitée aux États membres et membres associés, puisque c'est eux qui financent le CERN, et bien c'est vers eux qu'on retourne les appels d'offres. Objectivité, égalité de traitement, donc les spécifications sont écrites de manière très neutre et à cet effet, on a un comité de spécification qui s'assure justement que les spécifications soient écrites de manière à ne pas donner un avantage à une société plutôt qu'une autre. La procédure d'appel d'offres est sélective, vous devez être sélectionné et invité par le CERN. Confidentialité, on ne communique pas les prix, les solutions techniques. Et les bases d'adjudication sont soit au moins 10 ans ou au best value for money, donc l'offre la plus économiquement intéressante en fonction de la qualité.
Juste pour information, quand on a construit le LHC, on a dépensé 3,8 milliards de francs suisses, donc à peu près la même somme en euros. Vous avez la répartition là, donc du génie civil, des éléments magnétiques, de la cryogénie, des services techniques, électricité, cooling and ventilation, transport, et puis des transferts, des lignes de transfert et des injecteurs. Bon, ce slide, c'est pour vous dire que pour le LHC, la planification, encore une fois, l'idée est de vous montrer la vie des projets en physique. Le LHC, on a commencé l'étude conceptuelle en 1984, et puis le LHC, avec la phase High Luminosity, va durer jusque 2041. Aussi quelques volumes pour la construction de LHC, 1170 demandes d'offres, 115 000 commandes, plus de 1000 contrats et plus de 6000 fournisseurs avec lesquels on a travaillé. On a placé 90 contrats industriels à très haute technologie à travers le monde. Et on a développé des stratégies d'achat. Donc ça, c'est une partie très importante pour le CERN, les stratégies d'achat. On doit bien réfléchir le type de spécification, si c'est un build to print ou une spécification technique. Les spécifications doivent être claires, sans ambiguïté. On évite la surspécification parce que sinon on sombre tout de suite dans des montants énormes. On accorde beaucoup d'importance sur les contrôles qualité, les procédures d'acceptance, puisque le produit que les firmes nous fournissent va après être installé dans les accélérateurs. Donc on a besoin qu'il y ait un plan qualité derrière tout ça. Et encore une fois, je vous parlais de ce comité de relecture d'experts du CERN qui revoit toutes les spécifications avant qu'elles ne soient envoyées. Également, pour les contrats, on fait très attention aux conditions contractuelles déraisonnables parce que les petites entreprises sont aussi importantes que les grandes entreprises, donc on ne veut pas les pénaliser. On fait attention de ne pas... On fait très attention aux approches grab and run, les sociétés qui voudraient faire un gros coup une fois avec nous. Nous, on préfère développer une relation, un partenariat, quelque chose de très sérieux. On attribue les contrats uniquement aux firmes qui sont capables de les honorer. C'est un des rôles du market survey. C'est d'identifier et de comprendre le profil de la firme. On ne veut pas représenter 99% de votre chiffre d'affaires parce que le jour où vous perdez le contrat, on veut éviter de vous mettre en difficulté. Donc, on revient sur l'échéancier du FCC. Donc, les études conceptuelles ont commencé en 2014 et l'exploitation, si on fait le FCC-HH, la deuxième phase, nous emmènera jusque 2095, donc à la fin du 21e siècle. On a déjà identifié, on travaille sur l'identification des futurs besoins pour le FCC qui sont assez similaires pour la première phase du FCCEE, qui sont assez similaires au HL et l'HC. Et voilà, je vais terminer ma partie de la présentation avant de passer la parole à mon collègue en vous expliquant l'impact et l'incidence pour les fournisseurs du CERN. Donc il y a des études très sérieuses, indépendantes qui ont été menées et qui ont montré qu'en fait, qui ont mis en évidence qu'après avoir collaboré avec le CERN, eh bien, les fournisseurs améliorent clairement leur performance. Donc ils investissent plus dans la recherche et le développement. Certains ont enregistré des brevets alors qu'ils ne faisaient pas avant. Et le fait que le CERN requiert un plan qualité et travaille avec l'entreprise sur la mise au point et l'amélioration du plan qualité, eh bien, ça améliore grandement la productivité et la rentabilité des entreprises. Il y a également une autre étude qui a été réalisée auprès de 670 fournisseurs du CERN dans 33 pays différents, qui met en évidence que 48% des fournisseurs améliorent leurs produits et le service après avoir travaillé avec le CERN. 42% ont développé des nouveaux produits. 55% des fournisseurs ont approfondi leurs connaissances techniques dans le domaine concerné, ont été une étape plus loin. 18% ont créé des nouvelles opportunités commerciales et 62% ont utilisé le CERN comme référence marketing. Mais dans l'ensemble, tous ont considéré que c'était une expérience très très positive pour le CERN. Et enfin, le dernier slide, je voulais expliquer également aux fournisseurs qu'une fois qu'ils devenaient fournisseurs CERN, et bien sûr, si le contrat se passait bien, on leur donnait l'occasion d'appliquer le Supplier CERN logo sur leur page web et dans leur catalogue, et ils peuvent nous renseigner comme
comme référence et on répond bien volontiers aux demandes de sollicitation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à mon collègue qui va vous montrer quelques exemples d'interaction avec l'industrie. Merci. Bonjour à tous. J'attends que les slides s'affichent. Voilà, merci. Donc, voilà. Je m'appelle Alessandro Dall'Occhio et je suis responsable du bureau de méthode et sous-traitance du groupe d'ingénierie des matériaux et de mécanique du CERN. Donc, mon collègue Jérôme nous a fait un peu rêver avec la physique des particules et une vision générale de ce qu'on fait au CERN. Et moi, je vais essayer de vous montrer un peu plus sur terrain, surtout dans le domaine de la mécanique, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont des possibilités concrètes de collaboration entre le CERN, et ma présentation va viser plutôt les petites, moyennes entreprises, que c'est les partenaires qui, dans le quotidien, nous aident à faire marcher la machine du CERN. Donc, qu'est-ce que c'est les groupes d'ingénierie mécanique et des matériaux et quel est son mandat? Donc le mandat du groupe de mécanique, c'est de fournir à la communauté du CERN, c'est un groupe de services pour le CERN, et on va fournir des solutions d'ingénierie qui combinent du design mécanique, de la conception, de la fabrication et de la science des matériaux. Et ça, on le fait en utilisant des facilités, des moyens de fabrication que nous, on a à l'intérieur du CERN, mais surtout avec des partenariats industriels. Ça, c'est un exemple d'une expérience qui date de quelques années, qu'on a développé tout à l'intérieur de notre groupe. Et là, dedans, vous pouvez voir toutes les compétences qu'on a à l'intérieur de notre groupe. Donc là, on voulait tester des nouveaux matériaux sous l'impact des faisceaux. C'était un matériau qui après a été issu, il a amené un brevet, il a été issu un brevet sur ce matériau. C'était un composite de molybdène et de graphite. Et donc, dans ces cas-là, on avait imaginé comment pouvoir tester sous impact faisceau des échantillons de matière. On a fait des simulations aux éléments finis avancés. On a dessiné un stand de test. Bien sûr, on a fabriqué en interne certains composants plus critiques, mais on a sous-traité la plupart des composants dans l'industrie. On a assemblé, installé, et aussi nos collègues du laboratoire de mesures mécaniques ont été capables d'équiper cette expérience pour filmer pour la première fois qu'est-ce qui se passe quand un faisceau à très haute énergie va impacter sur un matériau. Et après, derrière, on a fait toutes des études. Et voilà, ça, c'est juste explicatif, mais pour voir que nos simulations collaient assez bien avec ce qu'on a vu en live. OK ? Donc, ça, c'est pour montrer que le CERN n'est pas seulement, disons, le royaume des physiciens, mais vu qu'on a des installations très complexes à opérer, à maintenir, du début du CERN, 1953 c'était la fondation, nos pères qui ont fondé le CERN, ils ont pensé qu'en 1957, donc tout au début, il aurait fallu créer l'atelier mécanique, parce qu'on a besoin de moyens de fabrication concrets. Okay ? Pourquoi un atelier mécanique dans le CERN et pas seulement s'appuyer, comme ils le font des autres agences, je pense à l'Agence spatiale européenne par exemple, qui s'appuie complètement sur l'industrie, parce que nous on a justement des installations très complexes et on doit répondre à des besoins de réparation, intervention urgente, urgence de fabrication, mais aussi quand nous on fait le design et la conception de quelque chose, avant de le passer à l'industrie pour réduire les risques mutuels pour le CERN et pour les partenaires industriels, souvent, on passe par un prototype qui est peut-être partiellement fabriqué au CERN. Et surtout, quand on parle de projets multitechnologiques, là, on voit quelques exemples qu'on va voir plus en détail, on aime parfois répartir, disons, par compétence les projets multitechnologiques, le répartir sur plusieurs fournisseurs. Dans ces cas-là, on va réduire les risques et plutôt, on va augmenter le pourcentage de succès.
Donc, comment on fait nous au CERN, et en particulier dans l'atelier de mécanique, à répondre à tous ces besoins? Si on se concentre sur la partie fabrication, on est équipé avec un atelier multitechnologique dans le domaine de l'usinage, de la tôlerie fine et de la soudure avec diverses technologies, on va voir un peu plus loin, mais aussi sciences des matériaux, métrologie, contrôle non destructif. Donc, si on pense à notre structure du groupe d'ingénierie mécanique et des matériaux, elle est similaire à la structure d'une entreprise de moyenne taille. On est environ 200 personnes, dont 80 titulaires et le reste, c'est des contractants, des étudiants. Je veux rajouter à ce qu'il avait dit mon collègue Jérôme qu'il n'y a pas de possibilité de collaboration pour les jeunes seulement pour, disons, des physiciens et des docteurs, mais il y a des programmes aussi pour des techniciens qui peuvent faire 2-3 ans d'expérience au CERN, qui vraiment, dans mon expérience, de ce que je vois dans l'atelier, elle est très, très importante et donne un valeur ajoutée important à la formation des jeunes. Donc, on a un pilier d'activité qui est l'ingénierie, les calculs et le design, donc un bureau d'études. On a une autre, disons, pilier d'activité qui c'est la fabrication, avec un workshop, un atelier interne avec plusieurs techniciens, usinage, tôlerie soudure, et en particulier on est équipé avec pratiquement virtuellement toutes les technologies de soudure, y compris faisceaux d'électrons, laser, brasage vide, mais aussi les technologies traditionnelles. Mais, disons, on aime penser à notre atelier comme, disons, une prolongation de nos partenaires industriels. Donc, au sein de l'atelier, il y a aussi une unité de sous-traitance technique qui s'occupe justement de sous-traiter vers les partenaires industriels une bonne partie de notre fabrication, disons 2/3. Okay? Après, le troisième, disons, pôle d'activité, c'est la science des matériaux avec métallurgie, métrologie, contrôle non destructif. Et là aussi, on est assez bien équipé avec toute une série d'outils très poussés que parfois sont aussi très utiles vers nos fournisseurs. Parce que nos fournisseurs, ils ont la possibilité, en collaborant avec nous, de même faire des analyses poussées de leurs produits, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Et dans le contexte d'une collaboration avec le CERN, ça, c'est aussi un avantage. Donc, si on se concentre plus sur la partie de collaboration avec les industries, Jérôme, il a expliqué un peu le cadre général, et moi, je rentre plutôt vraiment dans le contexte particulier de l'activité de service de sous-traitance mécanique. Donc, on travaille bien sûr en étroite collaboration avec le CERN Procurement Group. Hein. On est aussi très impliqué dans l'équilibre du retour industriel. Donc, on ne travaille pas seulement avec la France et la Suisse et avec les partenaires locaux, mais on travaille chaque année pratiquement avec tous les États membres du CERN. On fait beaucoup de scouting, on circule beaucoup pour qualifier nos fournisseurs. Et environ, on fait 1500 contrats par année. Hein. La plupart moins de 50 000 balles, mais si vous regardez les chiffres en moyenne, chaque année, on a un chiffre d'affaires, disons, une expenditure d'environ 10 millions. Donc, on parle au quotidien aussi des petits contrats, 5 000, 10 000, 20 000. Hein. Ça, c'est notre quotidien qui fait vivre le laboratoire. Plus ou moins, disons, la charge de travail gérée par cette équipe que je gère, il représente le 40% de la dépense dans les domaines mécaniques du CERN chaque année. Et comme je vous disais auparavant, 30% c'est, disons, si on veut utiliser un paramètre économique, 1/3 c'est la fabrication interne et 2/3 c'est ce que nous on fait via nos partenaires industriels. Sur la totale des dépenses par année, disons que 60% c'est des produits finis, mais 40% c'est des produits semi-finis qu'après nous on utilise pour les utilise dans un plus large assemblage en divisant par technologie, comme j'expliquais avant. Donc, quelques exemples là, vraiment concrets de ce qu'on fait avec l'industrie, de ce qu'on a fait dans les dernières années. Si on commence par les aimants, on a vu avant qu'un accélérateur, il est constitué pour une bonne partie de des aimants. Les aimants génèrent un champ magnétique très important qui garde
les particules sur leur trajectoire. Mais finalement, en aimant, même s'il y a dedans beaucoup de technologies, la plupart des composants sont des composants mécaniques. Hein. Donc là, on voit par exemple 2 composants typiques qui sont, disons, font partie du supportage de la bobine magnétique. Et là, on reconnaît, on parle principalement de acier inox et titanium dans ces cas-là, et on parle de composants de petite moyenne taille avec une très haute précision demandée. On parle de fraisage 5-axes. Hein. Donc, vous connaissez très bien de ce qu'on parle. Après, il y a beaucoup d'autres composants plus compliqués, des longues frettes circulaires, tout ça. Mais disons, la plupart des composants, c'est des composants mécaniques que vous pouvez bien reconnaître, même si on parle de précision assez poussée. Aussi, beaucoup de composants sont faits par estampage, parce qu'on parle de laminations qui sont packagées along la dimension longitudinale de l'aimant. Encore sur les aimants, on fait aussi beaucoup d'outillage et composants, encore une fois, de diverses formes. Hein, donc des outillages pour étudier, pour faire de l'R&D sur les aimants. Et encore une fois, des outillages d'assemblage. Ça, c'est typiquement vraiment les contrats qu'on sous-traite souvent. Donc là, c'est un outillage pour, vous reconnaissez là la bobine qui est montée sur l'outillage. Et cet outillage-là, après, il est utilisé aussi pour faire un traitement thermique sur la bobine. Là, c'est un outillage de manipulation sur la bobine, et dans ce contexte-là, on avait sous-traité non seulement les composants mécaniques, mais on avait demandé un contrat complet avec les asservissements et les automates compris. Okay? Donc, c'était une machine, une petite machine complète qui a été sous-traitée. Si on passe à des autres types de dispositifs, par exemple les cavités à radiofréquence, si les aimants servent pour maintenir en trajectoire les particules du faisceau, les cavités en radiofréquence servent pour les accélérer. Donc une cavité en radiofréquence, si on veut être vraiment simple et on reste sur notre domaine mécanique, c'est un objet mécanique qui a une certaine forme. Il est alimenté par une puissance en radiofréquence qu'on peut faire en parallèle avec la puissance en courant alterné qu'on a. C'est simplement, disons, transformé dans une façon différente, donc en puissance en radiofréquence. Et quand la radiofréquence rentre, disons, et alimente la cavité avec cette forme particulière, génère un champ électromagnétique qui accélère le faisceau. Donc le faisceau passe au centre et les champs électromagnétiques accélèrent les faisceaux. Croyez-moi, la qualité de la fabrication mécanique, c'est fondamental pour ce type de structure. Sans une fabrication mécanique de qualité, ces objets ne marchent pas. Après, on a plein d'autres technologies, la cryogénie et plein d'autres technologies, mais la qualité de la fabrication mécanique est primordiale. Ça, c'est un exemple d'une première mondiale, une première cavité qu'on a développée dans un matériau très particulier, c'est le niobium. On utilise le niobium parce qu'à froid, le niobium devient superconductif et donc on peut injecter à froid une puissance RF énorme et donc obtenir des champs électromagnétiques très très importants. Donc dans ce cas-là, c'était un premier prototype développé dans notre atelier, mais là maintenant, il y a un contrat en cours avec les entreprises. Et même pendant les phases de développement du prototype, plusieurs outillages qu'on utilisait pour faire le formage de cette cavité, tous les outillages ont été sous-traités en industrie. Et bien sûr, la qualité de l'outillage impacte la qualité de la fabrication du formage dans ces cas-là. Okay? Donc, dans le domaine toujours des cavités RF, il n'y a pas seulement les cavités RF supraconductives, donc qui marchent à froid, mais même les cavités qui marchent à température ambiante et qui sont refroidies à l'eau. Dans ces cas-là, on parle des structures en cuivre. C'est des alliages de cuivre pur, donc un peu nobles, particuliers. La plupart des fois, si les fournisseurs n'arrivent pas à approvisionner ce type de cuivre, c'est le CERN qui les fournit. Et les fabricants fournissent le service d'usinage. Donc, dans ces cas-là, on parle de, encore une fois, composants de petite ou moyenne dimension, avec des tolérances très poussées, de l'ordre de 50 microns, même 10 microns dans les cas plus poussés, qui comprend 5 axes, 7 axes, tournage et machines multidimensionnelles. Okay? Donc, des choses là aussi que vous connaissez. Dans ces cas-là, peut-être, c'est
c'est intéressant de mentionner par des experts d'usinage, ça c'était une cavité usinée à monobloc avec un outil particulier de renvoi pour le tournage sur longue dimension. Toujours dans les équipements RF, on a des composants divers qui comprennent aussi le brasage standard ou le brasage sous vide pour régénérer les interfaces avec les céramiques, donc les isolateurs. Et après, un autre chapitre, disons, un autre type de composants typiques qu'on demande toujours, c'est les chambres à vide. Pourquoi les chambres à vide? Parce que, chose très importante, les faisceaux circulants peuvent circuler seulement dans le vide. Ils ne peuvent pas circuler dans l'air, autrement, le faisceau va se collisionner avec les molécules de l'air. Donc, tout l'accélérateur, en fait, peut faire circuler les faisceaux dans un long tube à vide. Et on ne parle pas d'un vide, disons, normal, un vide fait par un compresseur, mais un vide très très poussé qu'on appelle ultra high vacuum, donc ultra haut vide. Ça, c'est des chambres un peu particulières qui demandent des moyens de fabrication un peu spéciaux. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, mais je mets toujours ces slides parce qu'on est toujours à la recherche des fournisseurs qui sont capables de fabriquer chambres à vide ondulées, formées ou soudées. Mais on a aussi des chambres plus standards, donc avec des compensateurs, des tubes, des formes. Dans ce cas-là, des composants mécaniques, parce que les brides sont toujours des composants mécaniques, on part toujours de l'acier inox, rien de, disons, trop exotique. La chose qui est particulière dans ce domaine, disons, de fabrication, c'est le mélange entre tôlerie soudure et reprise mécanique, parce que malheureusement, c'est des enceintes à vide, mais qui demandent parfois des précisions dans les interfaces qui obligent la tôlerie soudure à se poser sur la mécanique pour avoir les références correctes. Autre chapitre, disons, autre type d'équipement qu'on commande toujours et même, disons, très fréquemment, c'est les instruments faisceaux. Donc, il y a les faisceaux, il est monitoré via beaucoup d'instruments. Et cet instrument, généralement, ils ont une structure assez récurrente. Il y a une chambre à vide qui permet au faisceau de circuler. Et autour du faisceau, on va positionner de façon très précise des instruments divers. Donc, mis à côté des instruments qui peut-être sont vraiment l'électronique particulière développée au CERN, tout le reste, c'est des composants mécaniques standards, vous pouvez reconnaître là, qui sont complètement sous-traités. Et là, encore une fois, on parle de tournage, fraisage, composants de matériaux divers, cuivre, titane, inox, voilà, ça c'est vraiment les matériaux qu'on utilise le plus. On a aussi des activités assez importantes concernant une autre catégorie d'équipements qui sont les Beam Intercepting Devices, donc les équipements qui ont une interaction directe avec les faisceaux. Par exemple, dans ce cas-là, ce que j'affiche dans les slides, c'est ce qu'on appelle le beam dump. Le faisceau, à un certain moment, doit être arrêté. Et pour arrêter un faisceau, la seule chose, c'est de lui mettre de la matière devant. Donc le faisceau, il est arrêté via des barrières de matière. C'est comme, disons qu'on peut imaginer ça comme les freins de l'accélérateur. Quand on veut faire arrêter les faisceaux en sécurité, on va les jeter contre un dump. Il y a des matières différentes qui sont utilisées, il y a beaucoup d'implications particulières, mais en tout cas, la structure qui est autour du noyau du dump, encore une fois, c'est une structure mécanique. Dans ce cas-là, c'était un alliage de cuivre particulier. Et là, on parle d'usinage précis de très grande dimension. Pourquoi on parle d'usinage toujours précis, même sur les grandes dimensions? Parce que les particules sont petites. Et si on veut gérer quelque chose d'extrêmement petit, on a besoin sur, dans ce cas-là, presque 100 mètres, d'une tolérance qui est toujours autour de 50-100 microns. Donc là, on parle d'usinage précis sur des gros bécanes. Dans ce cas-là, peut-être même 3 axes, c'est suffisant. Là, c'était la culasse externe pour blinder les radiations. Et dans ce cas-là, c'était fait par casting. C'était une moule, c'était de la fonte coulée. Tout ce que je montre était fait avec des collaborations industrielles. Tôlerie standard, dans ce cas-là, c'est avec un tôle de matériaux spécial qui s'appelle mu-métal et qui a des propriétés magnétiques particulières. C'est un blindage magnétique. Mais ça, c'est, encore une fois, on peut nous fournir la tôle ou vous aider à trouver des fournisseurs et ça reste de la tôlerie complètement standard. Et je conclus
avec, disons, vraiment des équipements qui arrivent tous les jours, des outillages. Et là, on a appareil d'élevage, on peut avoir outillage divers. Et là, vraiment, on est dans la mécanique standard qui n'a rien à voir avec, disons, la technologie des accélérateurs, mais c'est vraiment des outils que nous on utilise dans la vie quotidienne de nos ateliers. Donc, si on veut, disons, conclure, nous, on est toujours à la recherche de certaines technologies particulières que parfois on a du mal, disons, à trouver en Europe. Donc, formage de précision, brasage sous vide et traitement thermique spécial sous vide, faisceau d'électrons, donc soudure faisceau d'électrons, usinage précis sur grandes dimensions, diverses dimensions, mais surtout la chose difficile, c'est avoir les précisions sur les très grandes dimensions, métrologie ultra précis et chambre à vide, comme je dis en avant. Les matériaux, ça je liste seulement ceux qui sont vraiment récurrents, mais on a aussi beaucoup d'autres. Parfois, on a aussi des composants particuliers avec les métaux denses comme les molybdènes ou le tungstène. Je mentionne ça parce que aussi c'est très rare de trouver des fournisseurs qui soient capables de tirer, extruder les nozzles, les piquages sur les chambres à vide. Ça, c'est une technologie qui est assez diffusée dans l'alimentaire et aussi dans le médical. Pourquoi tirer les piquages à la place de les souder sur le corps central? Pour garder une nettoyabilité, donc pour arriver à des performances d'ultravide assez particulières. Et après aussi, une chose qu'on sous-traite souvent, parce que nous, on n'est pas des fabricants, c'est les équipements en pression. Ça, vraiment, on sous-traite vers les sous-traitants experts de fabrication d'équipements en pression avec tampon CE en suivant la directive européenne des équipements en pression. Donc, quelques produits particuliers avec quelques chiffres. On est toujours à la recherche des fabricants de compensateurs formés, voire à la mêle soudée. Il y a quand même un certain volume par année et de temps en temps, il y a des gros contrats selon les projets. Ça, c'est vraiment, disons, les volumes récurrents. C'est une statistique que j'avais fait il y a quelques années et ça se tient assez constamment dans les années. Et aussi, une chose que nous, on n'usine pas au CERN, on a un centre pour imprimer les plastiques, mais on n'usine pas les plastiques, donc on a continuellement du volume d'achat de divers types de plastiques usinés. Donc ça, on est toujours à la recherche des fournisseurs de ce type de produits. Slide conclusive, je vous fais juste un tout dernier exemple d'un gros projet qu'on a géré récemment. C'est le projet pour les amener courants du CERN. Ça, c'est vraiment les plugins. Ils servent pour amener la courant chaud, donc vraiment la courant que nous on a l'habitude à gérer, vers une courant cryogénique à basse température pour alimenter nos aimants superconducteurs à température cryogénique. Donc là, c'est une structure très particulière faite par plusieurs composants en cuivre, disons, encore une fois, composants de haute précision qui sont usinés. Il y a des enceintes à vide et après, il y a beaucoup d'activités d'assemblage. Il y avait 150 amenés de courant à fabriquer, donc déjà une belle série. Et ce projet, c'était prévu d'être fabriqué via une collaboration externe avec la Fédération russe. Les événements géopolitiques, ils ont nous amenés à interrompre cette collaboration. Et donc, en toute vitesse, on a dû réétablir une stratégie pour la fabrication. Dans ce cas-là, on considérait que la courbe d'apprentissage pour sous-traiter turnkey, donc clé en main, toute cette série, c'était assez risqué pour des entreprises qui n'ont pas l'habitude de gérer plusieurs technologies en même temps. Mais qu'est-ce qu'on est arrivé à faire? Un projet qui a été budgétisé à environ 4 millions a été divisé en des mémoires 50 contrats divisés par technologie, sous-traités dans plusieurs États membres, dont la France. Donc, sur la totalité, 2,8 millions ont été sous-traités et au CERN, on a, disons, dépensé l'argent juste pour vraiment faire les technologies plus particulières et qui sont peut-être plus risquées pour l'industrie qui n'a pas l'habitude de les faire. Donc, notamment l'assemblage, le nettoyage ultra-vide, les dépôts de surface particuliers, les faisceaux d'électrons. Okay? Donc, dans ce cas-là, même un gros projet qu'on a dû réinternaliser, de facto,
la plupart des dépenses ont été dans l'industrie. OK? Donc voilà, je conclue avec ça ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut réserver quelques moments pour vos questions. Merci. Merci Alessandro. Donc on se tient à votre disposition si vous avez des questions générales ou plus techniques. Ok, merci. Ah. Bonjour, Sandra Molloy pour Ecomeca. Moi j'avais une question plus d'ordre sur la physique fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'antimatière? Je me bats avec ça depuis quelques temps. Alors c'est compliqué de faire un cours de physique comme ça, mais en fait, pour avoir un équilibre en physique, eh bien, il y a une particule et une antiparticule en fait, pour être à l'équilibre. Donc on imagine que c'est très conceptuel, mais vous devez imaginer que vous existez parce qu'il y a de la matière et puis il y a votre hologramme creux quelque part. Disons que si prenons les protons ont une chose qu'on se rappelle, les protons, il a une charge positive et l'électron a une charge négative. Donc l'antiproton a une charge négative et l'antiélectron qui s'appelle positron a une charge positive. Donc c'est vraiment des particules qui ont été observées et qui ont des propriétés vraiment miroirs. Opposées. Miroirs vraiment. Sauf que on peut les générer artificiellement dans certaines installations qu'on a, mais c'est difficile de les capter dans la nature. On sait qu'ils existent, comme il a expliqué avant Jérôme. Peut-être ils sont même, on ne sait pas, peut-être plus nombreux que la vraie matière, mais on ne comprend pas pourquoi ils existent et où ils sont. Récemment, j'ai lu un article de nos collègues qui font les expériences sur l'antimatière et ils commencent à arriver vraiment à générer de l'antimatière et de la maintenir pour un peu plus qu'un pouillin de temps. On peut la stocker. Voilà. Vous pouvez visiter le CERN. Oui. C'est ouvert à tous et il y a une visite justement du hall antimatière où il génère de l'antimatière pendant quelques secondes en fait. Voilà. Donc c'est une particule qui a une propriété miroir d'une autre particule en fait. Le yin et le yang, mais pour la physique. Bon, alors merci à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.